Bonsoir à tous. Donc nous allons poursuivre ce soir ce cycle sur ce thème des origines du langage, un grand mystère des sciences humaines s'il en est. J'ai un rôle un peu inconfortable qui est d'être à la fois un animateur et un intervenant. Donc ça a à la fois ses inconvénients et ses avantages. L'inconvénient, c'est que l'animateur, normalement, c'est un candide incompétent qui pose des questions et est chargé de donner la parole aux spécialistes. En même temps, comme j'ai écrit un livre sur la question, j'ai bien envie de donner mon grain de sel. Bon, donc c'est un peu ambigu comme statut. Le grand avantage, c'est comme je suis animateur et conférencier, je peux avantageusement me donner la parole autant que je veux et couper les personnes qui sont autour de moi. Bon, alors pour éviter ça, on a quand même défini des petites règles du jeu. La règle du jeu est la suivante. Chacun va parler environ 15 minutes pour pouvoir faire en sorte que ce débat soit un véritable débat, entre nous d'abord, et puis avec vous. Donc le cadre du débat de ce soir, c'est donc cette double question: quand est apparu le langage et pourquoi, et éventuellement comment. Alors, quelques mots. Quand est-il apparu ? En gros, on va parler dans un premier temps de chronologie, c'est-à-dire qu'il y a en gros une hypothèse courte, c'est que le langage serait apparu très très récemment, qui a prévalu pendant très longtemps. C'est que le langage serait apparu il y a environ 40 000 ans avec la révolution symbolique du paléolithique supérieur, c'est-à-dire à l'époque en gros de Chauvet. Et puis depuis quelque temps, on a tendance à faire remonter beaucoup plus profondément dans le temps le langage. Il y a peut-être 2 millions d'années quelque part en Afrique, où l'espèce humaine est devenue une espèce bavarde. Voilà le premier sujet. On peut se demander d'ailleurs, s'il est paru depuis aussi longtemps, comment est-il apparu ? Sous quelle forme ? Y a-t-il eu un langage simple, élémentaire, avant les langages complexes ? Deuxième question, c'est pourquoi est-il apparu ? S'agit-il d'abord d'une invention ou d'une adaptation ? C'est deux questions très différentes en matière d'histoire d'évolution. Une invention, comme l'invention de la roue, l'invention de l'écriture, signifie qu'un beau jour, un homme fait une découverte et la trouve géniale, la transmet ensuite à ses congénères, puis aux générations futures. C'est ainsi qu'on a inventé, après avoir découvert l'écriture, la roue et toutes les technologies. Mais beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que le langage, c'est non pas une invention, mais une adaptation. C'est-à-dire qu'une adaptation, comme l'adaptation à la marche, ça suppose qu'il y a un organe spécialisé dans l'anatomie humaine et que ça répond à une fonction précise dans l'évolution, une fonction adaptative. Alors quelle est cette fonction ? C'est un débat que nous aurons entre nous. Certains disent que la fonction, c'est bien sûr, c'est de transmettre des informations. D'autres disent non, pas du tout. Ceux qui ont assisté à la conférence de Jean-Louis de Sales ont entendu dire que le langage aurait peut-être des fonctions politiques. D'autres disent, comme Dunbar, un paléoanthropologue anglais, que c'est une fonction dépouillage social. D'autres, comme Bernard Victory, vous pourrez entendre encore une thèse originale sur la question. Voilà. Et puis, éventuellement, comment est-il apparu ? C'est-à-dire, donc, sous quelle forme ? Y a-t-il un langage simple ? On essayera peut-être de voir une des hypothèses qui accourt actuellement dans la communauté scientifique, celle d'un proto-langage, où on essayait d'imaginer comment parlait Homo erectus ou Homo ergaster en Afrique il y a 2 millions d'années. Bon. On va donc essayer de parler Homo erectus ce soir. Bon. Je passe donc tout de suite la parole à Pascal Pic. Vous l'avez beaucoup entendu pour ceux qui étaient là à la dernière séance, donc on va restreindre au maximum. Je sais qu'il fait partie de l'espèce bavarde, donc je saurais lui couper la parole, il sait l'utiliser à bon escient. À toi, Pascal. Merci Jean-François et bonsoir et merci d'être aussi nombreux. Alors, évidemment, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit l'autre fois, donc un bref résumé et évidemment placer tout ceci dans la perspective, enfin surtout dans le cadre défini à l'instant par Jean-François Dortier. Alors, d'emblée, la question qui est posée ici, quand nos ancêtres ont-ils pris la parole ? Donc on parle des origines, la parole, le langage. Et ce qui me surprend souvent dans cette affaire-là, c'est qu'en définitive, le langage et ses critères ne sont pas définis. Donc je voudrais, en ce qui me concerne,
placer le débat à partir, d'une part, des questions d'épistémologie, et d'autre part, dans quel cadre des théories de l'évolution nous nous plaçons. Parce que dès qu'il s'agit de parler d'évolution de l'homme, en général, ça pose de grosses difficultés. L'évolution des cancrelats, vous me direz, ils ne parlent pas beaucoup, ils se grattent, mais la chose étant, dès qu'on touche à l'homme, tout de suite, il y a des appréhensions. Il suffit qu'on lâche le terme d'évolution darwinienne, alors là, c'est la grande panique. Donc, et le problème, c'est que ces questions se posent. C'est ça qui était en filigrane dans les différents propos de Jean-François Dortier. Alors d'emblée, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit pourquoi le langage et éventuellement comment. Bon, d'abord, la plus mauvaise façon d'aborder ce genre de questions dans l'évolution, c'est quand on dit pourquoi. Et en science, déjà, le comment, ça nous occupe beaucoup. Donc, le pourquoi induit pour moi une espèce de tautologie autosuffisante qui est sans dire « Ah ben le langage est apparu pour cela ». Donc, on va chercher tous les éléments qui corroborent ce petit pourquoi qu'on a postulé. Donc, c'est de l'empirisme absolu. Par contre, on ne se pose jamais la question de la réfutation. Ça, c'est une démarche très courante, malheureusement, dans les sciences archéologiques, paléoanthropologiques, je ne vais pas dire sciences humaines, il ne faut pas exagérer, mais il est vrai que dès qu'on touche à l'archéologie, à la paléanthropologie au sens large, nous sommes encore ancrés dans un empirisme archaïque, c'est-à-dire où on oublie la réfutation. Donc, en ce qui concerne les origines du langage, d'abord, c'est une question de définition. Donc, il y a plein de définitions du langage à partir de leur fonction. Je l'avais dit l'autre fois avec la liste de Roman Jacobson. Alors, au passage, je me permets quand même de citer ce livre qu'a dirigé et dans lequel il y a beaucoup d'articles de Jean-François Dortier qui est à ma droite. C'est un ouvrage extraordinaire dans lequel vous avez beaucoup d'éléments et qui m'ont permis effectivement d'avancer sur ces définitions. Donc c'est vraiment un livre que je ne saurais trop vous recommander. Donc tu vois, je fais appel à ton savoir, mais c'est pour mieux te contredire, tu vas voir dans un instant. Alors, donc c'est une magnifique source d'information, évidemment, c'est très utile pour toute la communauté des scientifiques. À laquelle il appartient, parce qu'il est modeste, il dit qu'il est commentateur, enfin animateur et aussi écrivain, mais c'est aussi un personnage étonnant en ce sens où il est à l'égal des chercheurs, alors qu'il n'a pas une formation de chercheur. Donc c'est un personnage extraordinaire que mon ami Dortier, donc je me permets de le dire, mais c'est pour être plus méchant après. Donc, la chose étant, quand on parle des origines du langage, là, on a parlé de proto-langage, etc. Moi, je ne sais pas ce que c'est que ce proto-langage, nom d'une pipe. C'est un truc qu'on balance comme cela et que l'on va mettre chez Homo erectus. Ça, c'est pour mettre dans les pieds de mon copain Vittori. Donc, et la chose étant, il y a beaucoup d'affirmations comme cela. Alors évidemment, c'est important. Ce qui est important dans cette histoire de proto-langage, il y a deux aspects dans cette affaire-là. Il y a d'une part un premier aspect très positif, me semble-t-il, c'est qu'on se dit que d'une part, le langage n'est pas apparu comme tout un ensemble d'un coup avec toutes les fonctions que l'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, cette idée de proto-langage nous inscrit dans une perspective évolutive avec différentes fonctions, différents types de paroles, différentes complexités qui auraient pu apparaître sur l'évolution de ce mode de communication. Donc en ce sens, je trouve que c'est déjà un progrès parce que l'idée que le langage est explosé avec simplement sa fonction symbolique, comme ça a été dit à l'instant par Jean-François Dortier, évidemment, la question des origines ne se pose même pas. On se dit qu'après tout, le langage explose avec toute la révolution symbolique vers 40-50 000 ans, et la question du langage ne se pose donc même pas. Donc, cette histoire de proto-langage, au moins, nous inscrit dans une perspective plus lointaine, qui laisse entendre que ceci a pu évoluer, sauf que cette histoire du proto-langage évacue quand même, me semble-t-il, non pas la question de l'évolution, mais des origines. Pour moi, les origines, ça pose la question de l'émergence, et trop souvent, on ne va pas assez loin dans les critères qui sont constitutifs du langage, et deuxièmement, est-ce que ces critères ou ces fonctions du langage n'existeraient-elles pas chez d'autres espèces comme les grands singes ? Or, moi, je m'inscris résolument dans le cadre de ce qu'on appelle l'anthropologie évolutionniste ou évolutionnaire. Je n'aime pas, le terme n'est pas beau, mais ça veut dire la même chose. Et en l'occurrence, je trouve qu'on ne peut pas, enfin je trouve, c'est que nous pensons tous à l'heure actuelle, pour ceux qui inscrivent tout ce qui concerne l'évolution de l'homme dans les théories de l'évolution moderne, on ne peut pas se départir de ce qu'on appelle un cadre phylogénétique. Si par exemple on dit que le langage a une fonction, par exemple, fatigue, c'est-à-dire qui consiste à prendre un contact, bonjour, comment ça va, il est indéniable que nous faisons ça tous les jours, et c'est une des fonctions importantes du langage. Mais maintenant, est-ce que cette fonction factique n'existe pas chez d'autres espèces ? À travers la parole,
Chez les chimpanzés, quand c'est... Voilà, quand je l'ai vu, je lui ai fait ça, donc je suis content de te voir. C'est ça que ça veut dire. On s'est rien dit, mais on a exercé la fonction factice. Ou alors, comment vas-tu, Dortier? Ça veut dire exactement la même chose dans les deux cas. Donc, là-dessus, il n'y a rien de... Mais la fonction de contact, la fonction factique, ça a été dit par Jean-François à l'instant, ça existe aussi par l'épouillage. Donc, ce qui est assez important là, c'est que d'emblée, vous voyez, dès qu'on commence à faire ce travail fondamental d'aller chercher des critères, de chercher des éléments constitutifs du langage, vous avez des éléments qui vous permettent d'aller voir ce qui se passe chez d'autres espèces. Et d'autre part, d'emblée, dans l'exemple que je vous ai donné, on voit bien que le langage seul n'est pas un module qui, dans sa capacité extraordinaire de communication, exprime tout seul d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que dans la question de l'émergence, le langage qui englobe un nombre de fonctions considérables, jusqu'à la fonction symbolique et même la façon de réguler le langage sur lui-même, le langage, il a investi d'autres modes de communication qui existaient auparavant. D'ailleurs, je ne cesse de m'agiter avec mes mains, le langage est une fonction multimodale qui peut suffire elle-même, mais qui investit d'autres fonctions qui existaient par ailleurs. Donc ceci est important parce que lorsqu'on cherche les origines, peut-être que justement là, il faut se dire que ces autres fonctions qui existaient déjà, est-ce que, comme le langage a émergé, comment le langage s'est superposé à d'autres fonctions qui existaient, et est-ce que ces origines sont liées à ces autres fonctions à partir du combinatoire ou de l'émergence de nouvelles structures, comme c'était dit à l'instant. Donc tout ce travail-là, je trouve, est rarement fait dans ce qui concerne les origines du langage. Alors, donc la question des origines est une question importante, c'est, à mon avis, ce que l'on fait dans ce qu'on appelle la phylogénétique systématique, c'est-à-dire la cladistique. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur l'origine ou l'évolution d'une structure ou d'une fonction sans regarder comment les caractères qui constituent cette fonction se distribuent dans un cadre plus large que celui que la seule lignée humaine. Or, jusqu'à présent, la plupart des études, tu me démentiras peut-être, s'inscrivent que dans le cadre de la lignée humaine. Donc mon reproche par rapport à l'histoire du proto-langage, c'est que c'est un concept utile, mais qui n'est que concentré dans la lignée humaine, et à partir de là, nous avons une déficience épistémologique dans le cadre des sciences modernes. La deuxième chose qui apparaît, donc, la question des origines. Et maintenant, Jean-François a posé une autre question, c'est celle de innovation ou adaptation. Il est vrai que Jean-Louis de Sales a une vision darwiniste au sens de Russell Wallace, d'ailleurs, qui était l'inventeur du terme, c'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert ? Donc pour lui, effectivement, il faut qu'une nouvelle fonction, avec ses critères, ses attributs, puisse présenter un avantage. Alors par exemple, ce qui effraie notre ami Jean-Louis de Sales, c'est ce satané larynx qui descend dans notre pharynx et qui fait que, évidemment, si on parle trop comme moi, surtout pendant un déjeuner ou un dîner, de la nourriture peut passer dans le mauvais trou. Alors Jean-Louis me dit, mais tu te rends compte, les statistiques des assurances, il y a le nombre de personnes qui s'étouffent par an. Et ce qu'il a du mal à comprendre, comme beaucoup de gens qui sont trop darwinistes à mon sens, pourtant je suis darwinien, je peux vous dire, mais pas darwiniste, c'est que l'évolution, on s'en fout des assurances, je peux vous le dire. Donc, et la chose étant, c'est que toutes les structures de l'organisme ne sont pas forcément adaptatives. Il faut bien comprendre, et je vous avais donné l'exemple autrefois, que nous sommes des organismes extrêmement complexes, notamment dans le cadre de la génétique du développement. Et j'avais cité l'exemple la semaine dernière du gène FOXP2, qui a, dans sa forme allélique mutée, induit des modifications dans le développement du cerveau, mais aussi des modifications dans le fonctionnement des mâchoires et dans la morphologie du larynx. C'est parce que, déjà, Goethe l'avait vu, nous avons des plans d'organisation, et là, une des questions qui était difficile à résoudre dans un darwinisme strict, c'est comment l'évolution du cerveau d'un côté, pour produire le cerveau d'un point de vue, le langage d'un point de vue cognitif, puisse se corréler d'une manière absolument merveilleuse avec donc la descente du larynx. Eh bien, aujourd'hui, dans la génétique du développement, on commence à avoir des questions sur le comment, justement. Comment ça peut se faire dans notre transformation anatomique. Alors, ça, c'est le débat que j'aimerais bien avoir avec mes amis. Et pour moi, donc, effectivement, l'adaptation, ce n'est pas quelque chose qui se crée de soi. C'est simplement, il faut regarder dans la souplesse cognitive du cerveau, dans les mécanismes de modification morphologique, comment peut se faire ce jeu des possibles et comment, là-dedans, a pu émerger le langage et surtout comment, après ça, ça a pu devenir une adaptation ou pas. Et je terminerai par cet autre élément, c'est que pour nous, les paléo-anthropologues, donc spécialistes de l'évolution de l'homme, quels sont les moyens qui nous permettent d'aller cerner ces premières paroles ?
Eh bien, d'une manière assez étonnante d'ailleurs, parce que je regardais ça entre ces deux conférences devant vous, enfin pour ceux qui étaient là l'autre fois et aujourd'hui, donc entre ces deux séances, j'ai regardé toutes les définitions du langage, des fonctions, etc. Ben, vous savez quoi? Toutes les définitions que l'on donne du langage, données par les linguistes, les grammairiens, pas mal d'anthropologues dans le domaine des sciences humaines, etc., eh bien, dans toutes ces définitions, aucune ne s'intéresse à la neuroanatomie et ne s'intéresse au larynx. C'est intéressant. Or, qu'en fait, ce sont les deux seuls critères, les éléments que nous pouvons peut-être espérer retracer du point de vue de l'évolution. Donc, c'est quand même, c'est pas un paradoxe, mais vous voyez que d'emblée, le chemin est assez difficile aux deux extrémités, si je peux me permettre, de cette grosse problématique interdisciplinaire qui est la nôtre autour des origines du langage. Et quant à nous, donc, on ne peut que regarder du côté de l'évolution du cerveau d'une manière assez grossière, donc la neuroanatomie, et de l'autre côté, la descente du larynx. Alors, la deuxième chose qui est importante, bien sûr, c'est après cela, lorsqu'on va se poser la question quand est apparu le premier langage, peut-être le proto-langage, se poser la question de savoir quels sont les critères de ce proto-langage et en quoi ce proto-langage était nécessaire par rapport au mode de vie de ces Homo ergaster ou ces Homo habilis ou même des Australopithèques, qu'importe, on peut étendre le débat à ces autres espèces. En fonction de leur mode de vie, pourquoi le langage donc aurait été nécessaire, sans être lamarckien, il ne serait pas apparu pour cela, en quoi il serait nécessaire par rapport au mode de vie qu'on peut reconstituer d'un point de vue justement de leur représentation du monde, d'un point de vue de la façon dont ces ancêtres, ou d'autres lignées même, avaient donc comme représentation de leur environnement et la manière dont ils agissaient dessus, donc en termes donc évidemment de capacité cognitive. Donc pour moi c'est très clair, je donne mon point de vue. Je ne suis pas un néo-créationniste, c'est Chomsky qu'on appelait le grammairien des créationnistes qui disait qu'en effet le langage est un module qui est apparu indépendamment et d'un coup. Le langage n'est pas apparu indépendamment. À mon sens, c'est pas un module indépendant. Évidemment, Chomsky ne dit pas que c'est un module, une espèce de truc supplémentaire. Hein. Évidemment, c'est bien plus complexe. La notion de module, c'est les relations entre les différentes parties du cerveau, bien évidemment. Deuxièmement, je ne suis pas dans un lamarckisme béat qui laisse entendre, après tout, l'homme devait évoluer parce qu'il marchait vers sa destinée qui devait l'amener à dominer l'univers. Donc ça ne nous fait pas avancer ce biblique, mais on a le pourquoi, là, je peux vous dire. Hein. Mais on n'a pas... d'un point de vue de l'évolution, c'est plus tenable. Je ne suis pas dans un darwinisme strict comme mon ami Jean-Louis de Sales, qui considère que toutes les structures doivent apparaître, qui apparaissent sont forcément une valeur adaptative immédiate. Moi, je suis très clairement gouldien, en ce sens où il faut aller rechercher dans la complexité des capacités cognitives et de la construction des organismes l'émergence possible de nouvelles structures, et ces nouvelles structures, à un moment donné, peuvent s'avérer avantageuses au vu de la sélection naturelle, de la sélection sexuelle et aussi des relations sociales, et à partir de là devenir de vraies adaptations et évoluer jusqu'à d'autres langages. Donc voici mon point de vue. Merci beaucoup Pascal. Animal doué de langage, mais qui est aussi une mauvaise langue. Il vous sert des compliments pour ensuite pouvoir critiquer tout le monde au passage. Je médite donc ma réponse, mais auparavant, je donne la parole à Bernard Victory sur cette question. Quand et comment est apparu, et pourquoi est apparu le langage ? Alors c'est vrai qu'il n'a pas parlé longtemps, mais il nous a bien savonné la planche. Hein. Ça va être un peu difficile, mais ça fait rien. Je vais essayer quand même de défendre cette idée de proto-langage. Tout en reconnaissant que Pascal a complètement raison sur le plan épistémologique. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas se tromper sur le statut de ce qu'on essaie de se raconter et sur le travail qu'on fait. Il est évident que sur une question comme l'origine du langage, sur laquelle il n'y a pas d'indice matériel que l'on puisse retrouver il y a 2 millions d'années. Hein, on ne sait pas du tout comment ces êtres-là pouvaient communiquer. Et je ne vois pas très bien comment on pourrait le découvrir du point de vue matériel. Donc, sur ces questions-là, c'est évident qu'on va faire des conjectures. Alors, bon, on me dirait, les conjectures, on en a fait depuis 2000 ans à peu près. Tout le monde s'est posé la question et a trouvé ses solutions, hein, et faisait des scénarios comme ça. Ce qui se passe de nouveau, c'est que, comme le disait Pascal aussi, il y a un certain nombre de disciplines aujourd'hui qui savent des choses, pas directement sur le langage, mais sur d'autres aspects de l'évolution humaine, sur la comparaison avec l'animal, etc. Donc toute une série de choses qui font que l'on peut cerner un petit peu mieux les contraintes
qui s'impose à chacun des scénarios que l'on fait. Il y a des scénarios qui ne sont pas plausibles. Par exemple, un scénario qui dirait qu'on a parlé parce qu'après, ça nous a permis d'apprendre à marcher. Eh ben, on sait que c'est un scénario qui est sans doute faux parce que, bon, voilà, la bipédie remonte à beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, vous voyez, il y a ce genre de choses qui sont maintenant contraintes et qui nous forcent, disons, à faire des scénarios un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus convaincants, un petit peu plus plausibles. Mais les scénarios qu'on fait aujourd'hui, ils ont toutes les raisons du monde d'être faux, hein, les uns et les autres. On peut avoir des scénarios très cohérents avec les connaissances actuelles, très cohérents, mais qui sont quand même sans aucune validité. Alors bon, cela dit, pourquoi est-ce qu'on a pensé à cette idée de proto-langage ? Eh bien, c'est vrai que quand on a découvert la profondeur de l'évolution humaine, hein, avec effectivement c'est au moins 3-4 millions d'années, enfin 3 millions d'années pour Homo habilis, disons, 1,5 million pour Homo erectus, pour aller vite. Bon, on s'est rendu compte qu'effectivement, si le processus avait été si long, avant d'arriver à nos langues, et ça, c'est de ça dont je vais surtout parler, parce que je vais prendre les choses du côté de la linguistique, hein, à nos langues qui sont d'une complexité quand même assez faramineuse, assez étonnante, il y a dû avoir des étapes intermédiaires. Voilà ce qu'on s'est dit. Et à partir de là, ce qu'a fait donc le Bickerton, hein, Derek Bickerton, qui est à l'origine de cette hypothèse du proto-langage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de trouver une étape plausible qui aurait pu durer très longtemps et qui pourrait expliquer que l'on soit passé de la communication, d'une communication animale de type de celle des grands singes, hein, aux langues d'aujourd'hui. Alors c'est quoi les arguments qu'il nous donne, hein, juste pour montrer que Pascal a raison en disant que ce n'est qu'une hypothèse, etc. Mais quand même, ce n'est pas une hypothèse qui est fondée sur rien. Alors, c'est quoi ces arguments ? Premier argument, il regarde ce qu'on a été capable d'apprendre justement à ces chimpanzés, à ces gorilles, quand on a essayé de leur apprendre un langage articulé. Alors, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites, j'ai pas le temps d'en parler, mais disons qu'en gros, on arrive relativement facilement à ce qu'un chimpanzé ou un gorille arrive à aligner 2-3 mots qui font sens sur des choses à faire ou des choses qu'on vient de faire. Hein. Il est capable de dire moi manger banane, et quand on lui demande qu'est-ce que tu veux que je te rapporte, de dire rapporter ballon. Hein. Donc il est capable de prononcer des éléments comme ça à partir d'éléments lexicaux qu'on lui a appris. Mais il n'a pas l'air de pouvoir aller plus loin. Encore une fois, on va peut-être apprendre encore beaucoup de choses, et donc là-dessus, il faut rester très prudent. Deuxième aspect, c'est effectivement ce qui s'est passé historiquement avec l'invention de nouvelles langues. Parce que des nouvelles langues naissent tous les jours, et pas tous les jours vraiment, mais enfin régulièrement. Et il y a des langues qui sont nées de manière assez étonnante, c'est ce qu'on appelle les créoles. C'est des langues qui sont nées à partir de gens qui effectivement étaient des doués de parole, mais qui se sont retrouvés dans des conditions dans lesquelles il n'y avait plus de communication possible. Hein, c'est au moment, par exemple, où les esclaves ont été emmenés aux Antilles. Les esclavagistes les mettaient prenaient des gens de langues et de régions différentes pour les faire travailler ensemble, de manière à ce qu'ils puissent pas trop bien s'entendre. Et donc, justement, là, voilà, ces gens-là se sont retrouvés avec la nécessité de communiquer, et ils avaient à leur disposition, en gros, comme langue commune, que la langue du maître. Et la langue du maître, voilà, il y avait quelques éléments lexicaux qu'ils en comprenaient, et c'est tout. Et à partir de là, ils ont fabriqué ce qu'on a appelé des pidgins, c'est-à-dire des langues qui ne sont pas encore des langues aussi perfectionnées que les nôtres, mais qui sont des espèces de moyens de communication assez simples, dans lesquels, pareil, on arrive à aligner quelques mots. Hein. On peut se comprendre très facilement en disant toi, aller chercher ceci, moi, faire cela, etc. Langage Tarzan, langage télégraphique, des choses de ce type-là. Dernière chose, Bickerton nous dit qu'aussi, on retrouve chez les enfants une étape dans laquelle, ça c'est un peu plus discutable, dans laquelle l'enfant va parler de cette manière-là. Enfin, on pourrait aussi citer les aphasiques, certains aphasiques qui sont capables comme ça d'avoir un peu de vocabulaire, mais qui n'arrivent pas à faire des phrases grammaticales avec ça. Bref, tout cet ensemble de choses fait qu'effectivement, il y aurait une étape plausible, qu'il serait une étape dans laquelle donc quelque chose qui n'est pas encore nos langues, donc qui n'est pas encore le langage humain, mais on va appeler le proto-langage, serait un moyen de communication dans lequel on aurait des moyens de catégoriser le monde avec des mots, d'accord ? Donc on serait capable d'avoir la classe des tigres, la classe des lions, la classe de tel ou tel type d'arbre, etc. Donc on catégorise des objets du monde grâce à des mots.
Et on est capable, en prononçant ces mots, de se faire comprendre sur une action à mener, quelque chose que l'on veut faire partager à l'autre ou que l'on veut simplement exprimer. Donc, ça n'est pas ridicule de penser que ça aurait pu être l'étape intermédiaire. Ça s'oppose à d'autres théories. Hein. Il y a des gens qui pensent au contraire que, justement, il n'y a que la fonction fatigue, en gros, qui s'est développée. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler juste pour être bien ensemble, pour pouvoir, je ne sais pas, moi, chanter ensemble, avoir un peu de mimésis ensemble, etc. Et que ce n'est que plus tard que cette fonction donc, de catégorisation est arrivée. Bon, les deux théories, les deux hypothèses, hein, deux parmi d'autres, sont là, mais moi je vais partir de celle-ci, donc celle dans laquelle, du proto-langage, dans laquelle on va supposer que pendant tout un temps, les espèces qui nous ont précédés ont parlé comme ça un langage Tarzan. Et le problème qui va m'intéresser, moi, c'est de savoir comment, pourquoi, quand on passe de ce proto-langage au langage. Alors j'ai un petit truc chronologique qui va vous permettre peut-être de mieux suivre. Donc je vais essayer de vous le présenter. Voilà. Tac. Donc voilà, vous avez ici une chronologie, donc avec, c'est sur une échelle logarithmique. Hein. Vous avez moins 3 millions d'années, moins 1 million, moins 300 000 ans, moins 100 000 ans, moins 30 000 ans. D'accord ? Et ce que l'on peut dire, c'est que donc, dans le cas de l'hypothèse du proto-langage, ce qui serait le plus plausible, ça serait qu'effectivement, toutes les espèces qui ont précédé l'espèce qui s'appelle Homo erectus, hein, qui arrive vers moins 1 million d'années, 1,5 million, quelque chose comme ça, toutes les espèces avant n'auraient pas eu, c'est des espèces qui vivaient en Afrique, il y en a eu plusieurs, hein, des australopithèques, Homo habilis, etc., n'auraient pas eu de moyens de communication particulièrement développés, sophistiqués, ressemblant aux nôtres, mais que voilà, ça leur suffisait parfaitement, les moyens de communication qu'ils avaient pour vivre leur vie, et ils étaient parfaitement adaptés à leur vie. Et puis on pense que Homo erectus, qui est la première espèce, semble-t-il, là encore, c'est encore que des hypothèses, mais enfin bon, il y a une grande communauté de paléoanthropologues qui s'accordent là-dessus, qui serait celui qui est sorti d'Afrique, c'est-à-dire celui qui est arrivé à se disperser sur l'échelle du monde entier, donc qui a connu un succès évolutif absolument considérable, parce que pour pouvoir se répandre comme ça à la surface du globe, eh bien, il fallait des capacités adaptatives beaucoup plus grandes, apprendre à vivre dans des tas de milieux différents, manger des nourritures différentes, trouver des moyens de se protéger, etc., différentes. Donc cet Homo erectus serait celui qui aurait possédé ce proto-langage. Ce succès évolutif aurait été concomitant avec cette invention, adaptation, c'est un autre problème. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Cet Homo erectus, il évolue, son cerveau grossit de plus en plus, etc. Et il se donne ce qu'on appelait les Homo sapiens archaïques, hein, qui sont dispersés donc, sur toute la Terre. Hein. Vous avez en Europe un Homo sapiens archaïque qu'on appelle les Néandertaliens, d'autres en Afrique, d'autres en Asie, etc. Donc voilà, c'est des groupes qui évoluent différemment les unes des autres, mais toutes ont en commun de faire un certain nombre de grandes inventions technologiques, comme par exemple la maîtrise du feu, des outils de plus en plus sophistiqués, etc. Et donc on pense que le proto-langage les a aidés, en se complexifiant lui-même, à catégoriser mieux, etc., les a aidés les a accompagnés pendant toute cette évolution. Et puis arrive Homo sapiens moderne, c'est-à-dire celui dont on est issu, hein, l'espèce moderne, qui est une de ces branches d'Homo sapiens archaïque, et qui lui apparaîtrait via moins 100 000, moins 150, moins 200 000 ans, et qui lui, à nouveau, va se disperser sur toute la planète. C'est un deuxième grand succès évolutif, et puis il va l'emporter partout, hein, puisque aujourd'hui, tous les autres Homo sapiens archaïques ont disparu. Hein, on en a trouvé une nouvelle espèce, là, l'homme de Flores, il n'y a pas longtemps, du côté de l'Indonésie, mais ils étaient encore vivants il y a moins 20 000 ans, quelque chose comme ça. 18 000 ans. Bon. Mais voilà, bon, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus que nous, Homo sapiens, modernes. Donc, si vous voulez, l'hypothèse, on peut la résumer de cette manière-là. On va avoir, à partir des débuts d'Homo erectus, la naissance de proto-langages, ces espèces de moyens de communication style télégraphique ou langage Tarzan. Et puis,
au moment d'Homo sapiens moderne, on aurait eu le langage. Alors, est-ce que Néandertal a eu le même langage, etc. Tout ça, c'est des hypothèses, on en fait ce qu'on veut. Mais disons que ce scénario-là, c'est un des scénarios plausibles et cohérents avec les données actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et ce qu'on va essayer de faire, hein, avec toutes les disciplines qui s'intéressent à cette origine du langage, c'est justement prendre un scénario de ce type, par exemple, essayer de voir et de se dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, pourquoi, comment ça a pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé à tel autre moment, pourquoi, comment, etc. Alors là-dessus, ce que disait Jean-François sur De Sales, De Sales s'intéresse plus particulièrement à la première étape, c'est-à-dire comment on passe au protolangage. Effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi un protolangage qui est un échange d'informations, qui est quand même de l'information que l'on donne aux autres. Il y a des fruits qui sont mûrs dans tel endroit. Hein, c'est le genre de choses que vous direz que Des Sales vous dirait que le protolangage était capable de faire. Pourquoi échanger de l'information? Et là, Des Sales répond, hein, dans un optique très darwiniste, comme dit Pascal, répond, ben voilà, c'est parce que en échange de l'information qu'il donne, eh bien, il acquiert du pouvoir, c'est-à-dire qu'après, on lui fait confiance, on sait que c'est un type fiable qui donne de la bonne information, et si on lui fait confiance, eh bien, il va être capable de diriger le groupe, de mener des coalitions, et donc de devenir un chef de groupe. Donc, quelque chose de politique qui naît à partir de cet échange d'informations. Avant, celui qui était le chef de groupe, c'était celui qui avait la plus grande force physique. Et bien là, on passe progressivement à celui qui devient le chef de groupe, c'est celui qui a la plus grande intelligence, au sens, c'est le plus grand fournisseur d'informations. Donc voilà ce qui se serait passé dans le scénario de Sales. Il y en a d'autres, hein, et qui expliqueraient la naissance des proto-langages. Moi, ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire comment on passe des proto-langages au langage. Et là, comme vous allez voir, j'espère qu'on aura le temps de discuter, parce que je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. 4 minutes. Là, ce que vous allez voir au cours de la discussion, j'espère qu'on aura le temps, c'est que c'est pas non plus évident de comprendre pourquoi on est arrivé à nos langues avec les spécificités qu'ont nos langues. Nos langues sont d'une complexité assez inouïe, assez incompréhensible, en particulier quand la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi on a besoin de ces outils-là. Alors je vous en donne très rapidement 2-3 exemples, je ne les commande pas, simplement pour que vous ayez une idée du type de problème qu'on se pose, et après j'espère que j'aurai l'occasion de vous dire comment on peut faire des scénarios, à nouveau, hein, même statut épistémologique que le reste, des scénarios qui pourraient expliquer effectivement pourquoi les langues ont ces formes. Alors, une spécificité des langues que tout le monde a mis de l'avant, y compris Chomsky, c'est ce qu'on appelle la récursivité. Le fait que vous soyez capable de dire « je pense que tu penses, qu'il pense que je pense », etc. Alors, sous cette forme-là, évidemment, personne ne le dit, mais la phrase que vous avez au tableau, là, hein, « J'espère que tu t'es rendu compte que ce que Marie a dit à propos de tes sentiments à son égard ne colle pas du tout avec ce que tu m'avais raconté de l'évolution de vos relations. » Voilà une phrase dans laquelle il y a un certain nombre de « je pense que tu penses, qu'il pense, qu'elle pense, que tu mens », etc., bon, qui sont présents et qui font que la langue est absolument remarquable pour pouvoir parler de la manière dont quelqu'un comprend, la manière dont quelqu'un d'autre comprend, etc. C'est-à-dire les représentations que chacun a des représentations d'autrui. Hein, c'est cette récursivité-là qui a beaucoup frappé, parce que c'est très complexe, c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est très difficile à apprendre d'une langue à une autre, ça vous le savez, et c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si c'est pour dire comment il faut chasser ou comment il faut faire des cailloux, ça n'a visiblement pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander aux chasseurs ou aux artisans si pour faire leur boulot, ils ont vraiment besoin de phrases de ce type. Je ne crois pas. Deuxième chose à laquelle on s'est beaucoup moins intéressé, alors qu'à mon avis, elle est encore plus importante, c'est les capacités qu'ont nos langues de parler du temps et de parler d'événements qui se sont produits en nous les faisant vivre. Alors voilà une phrase, hein, tout en continuant à lire son journal, il prit un yaourt qu'il avait acheté plusieurs semaines auparavant et dont il allait regretter le soir même de ne pas avoir vérifié la date de péremption. Voilà une phrase dans laquelle on vous plonge au milieu d'une scène, vous avez des choses qui se sont passées avant le coup du yaourt, vous avez des choses qui vont se passer après le coup du yaourt. Tout cela, on arrive à vous l'emballer dans une même phrase, et immédiatement, vous êtes là-dedans, hein, ça bouge, hein, vous êtes en train de vivre avec la scène. Franchement, avant qu'on ait fait l'invention du cinéma, c'est le seul moyen de faire vivre des choses devant vous.
hein. La bande dessinée, c'était un moyen où on met plusieurs scènes statiques les unes à côté des autres pour faire bouger. Le langage, c'est pas la peine, ça bouge tout seul, hein. Ce qui est rare, c'est les phrases statiques, c'est les phrases qui parlent de choses statiques. Les phrases, en général, elles vous parlent de trucs qui sont en train de se faire. Et ça, les langues sont remarquables pour ça. Et c'est très compliqué. Chaque langue a son système aspectuo-temporel d'une complexité inouïe. Certaines n'ont même pas tant que de l'aspect comme le chinois. D'autres ont, même entre l'anglais et le français, c'est là-dessus qu'on va tous se planter quand on parle anglais parce qu'on ne sait pas s'il faut mettre un present perfect, un machin, un truc. Bon, voilà. C'est pas pareil qu'en français. Mais c'est remarquable de finesse et d'efficacité. Pourquoi on a eu besoin de cela ? Dernière chose, les modalités. Bon, je ne développe pas non plus, mais c'est pareil, c'est la façon dont on peut dire des choses tout en pensant, en disant qu'on ne les pense pas vraiment, mais que peut-être qu'elles vont se réaliser, mais peut-être pas, etc. Hein, voilà. Normalement, Marie devrait participer au colloque, à moins que Pierre ne décide au dernier moment d'y venir lui aussi. Auquel cas, je ne serais pas surpris qu'elle se désiste sous un prétexte quelconque, si elle la prend à temps pour pouvoir annuler son voyage. Essayez de représenter ça sous une forme logique, vous verrez la complexité de la chose, vous en avez pour 3 pages, et puis voilà, ça passe tout seul en français et dans n'importe quelle langue du monde. Pourquoi on a eu besoin de tout ça ? Bref, voilà le genre de questions que l'on peut se poser, et moi évidemment j'ai une réponse à ces questions, il y en a plusieurs, mais je crois que j'ai plus le temps d'en parler, hein. On fera ça pour la discussion. Ok. Merci beaucoup Bernard. Bon, nous voilà dans le vif du sujet. Donc je me propose moi-même de faire une petite introduction à la problématique. Peut-être faut-il d'abord recadrer un peu, donner quelques informations factuelles sur la raison pour laquelle on imagine aujourd'hui que le langage aurait commencé sous une forme embryonnaire il y a si longtemps. Je rappelais tout à l'heure, je disais que l'hypothèse qui était encore partagée par la plupart des spécialistes, en fait, des spécialistes, il y en avait très peu, hein, il y en a toujours très peu, il y a 20 ans, c'était que le langage était apparu il y a 40 000 ans. Avec l'explosion symbolique du paléolithique supérieur, je rappelle donc Chauvet, c'est à peu près cette période-là, on disait, bon, puisqu'on dessine des images sur les parois des grottes ornées, donc l'homme a des capacités de représentation, s'il a des capacités de représentation, il a des capacités pour parler. Auparavant, il n'a qu'une culture matérielle, en gros, il casse des cailloux, et rien ne prouve qu'il puisse parler. Au demeurant, la thèse était que même anatomiquement, il n'était pas préparé pour pouvoir parler. Et la thèse dominante, c'est celle de Lieberman, qui expliquait que le pharynx donc des anciens homos n'était pas adapté au langage. Alors pourquoi aujourd'hui est-il possible de dire que vraisemblablement, bien avant, vous vous rendez compte, de 40 000 ans à 2 millions d'années, on n'a pas les moyens de pouvoir se projeter dans le temps aussi loin. Rien dans notre expérience nous permet d'imaginer ce que c'est 40 000, 400 000, 4 millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayons de tout diviser par 10 000 pour se rendre compte. 40 000 ans, je divise par 10 000, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Nous sommes en l'an 2000. 2 millions d'années, je divise par 10 000, ça fait 200 ans. Nous sommes à la Révolution française. Vous voyez la différence temporelle, elle est considérable. Alors, on a plusieurs indices qui nous ont permis donc de reculer. Des indices, d'abord, ils proviennent de la paléoanthropologie. On s'est aperçu que certains sont liés à la configuration du cerveau, que sur les premiers Homo erectus et certains Homo ergaster, on a découvert les centres de Broca, l'aire de Broca, qui, vous le savez, est le centre de production du langage. Depuis, d'ailleurs, on s'est aperçu que le centre de Broca, il semblerait qu'il y en a un embryon, y compris chez les chimpanzés et même d'autres espèces de primates, ce qui indique donc que, anatomiquement, il y avait sans doute des possibilités. De la même façon, on a trouvé une différence de symétrie entre les deux hémisphères chez les Homo ergaster, parmi nos plus anciens ancêtres Homo, ce qui est un deuxième indice d'une possibilité. Vous savez que le langage est situé dans l'hémisphère gauche, la zone de Broca, au niveau de la frontale gauche, au niveau de votre tempe en gros. Et donc cette différence anatomique serait un deuxième indice. La question en ce qui concerne le pharynx, alors les expériences ont été faites et vraisemblablement aujourd'hui on s'est aperçu que la thèse de Lieberman, elle est fausse. Hein, cette histoire du larynx qui descend et qui permet d'articuler des sons. C'était son idée générale, c'est que si le larynx est beaucoup plus bas, on peut articuler des sons et quand il est en position haute, comme chez les bébés, comme chez les autres primates et la plupart des autres espèces de mammifères, on ne peut pas parler. Bon, d'abord, certains comme Michael Corballis soutiennent qu'on aurait pu d'ailleurs faire un langage gestuel, comme le font le langage des sourds-muets. La question de la vocalisation n'est pas essentielle
pour inventer un langage. Deuxième chose, c'est qu'on a découvert sur des hommes de Néandertal un oscilloïde qui permet d'articuler les cordes vocales et qui indique qu'il était capable d'articuler des sons, une gamme de sons assez importante, alors que Lieberman ne le pensait pas du tout. Et puis on a maintenant des indices au niveau de la colonne respiratoire, puisque pour parler, il faut contrôler sa respiration d'une certaine façon. Vous aspirez très vite et ensuite pour faire votre phrase, vous soufflez lentement. Eh bien, ce contrôle de la respiration, on a maintenant des indices anatomiques qui nous laissent entendre que Néandertal et même les premiers sapiens, il y a 100 000 ans, 150 000 ans, 200 000 ans, peut-être 300 000 ans, étaient parfaitement capables d'articuler des sons. Et une des dernières recherches, d'ailleurs, qui a été faite par Jean-Louis M. De Grenoble, montre qu'en réalité, même avec un pharynx en position relativement haute, on peut articuler quelques sons, comme le font après tout les bébés très très tôt, vers 6 mois, où ils commencent à dire des A, des I, des O, et avec quelques lettres, une gamme assez réduite de lettres, on peut finalement commencer à pouvoir, on pourrait construire des mots. Donc, si vous voulez, anatomiquement, comme le disait Bernard Victory, il a raison, on n'a pas d'indice, on n'a pas de trace de ce langage-là, mais on sait que le butoir anatomique n'en est plus un. Le deuxième élément, c'est effectivement la comparaison avec les chimpanzés. Et là, on a 40 ans d'expérience dans tentative d'apprentissage du langage aux chimpanzés, et même d'ailleurs aux gorilles, et à d'autres primates. Maintenant, il y a des expériences qui sont faites avec les bonobos, et même avec des macaques. Au Japon, on commence à le faire. Donc, contrairement à ce qu'a dit mon camarade Pascal Pic, il y a bien une étude comparative des espèces qui a été faite, elle a été faite, elle a 40 ans d'expérience et on sait quelles sont à la fois les aptitudes et les limites des chimpanzés pour parler un langage. On sait qu'effectivement, le langage que parle Washoe ou que parle la première chimpanzé célèbre qui a été élevée par les Gardner, aujourd'hui Kenzie, qui est notre petit bonobo brillant qui parle le langage, c'est l'usage à bon escient de quelques centaines de mots, toujours des mots concrets pour désigner des objets, pour demander des choses, mais qui désignent aussi des couleurs, qui montrent qu'ils ont des capacités aussi qui peuvent associer à 2, parfois 3 mots pour formuler des demandes. Ça reste limité à ça, mais c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est à peu près justement le langage d'un enfant de 2 ans qui emploie des mots qui associent entre eux ballon, tomber, boire, eau. Voilà, on peut dire des choses comme ça et le chimpanzé peut le faire. Ce qui indique donc, comme son cerveau est à peu près du même volume que celui de l'Australopithèque, on peut supposer que très très loin dans notre passé évolutif, on avait déjà cette aptitude à créer un proto-langage. Un troisième indice dont on dispose pour faire reculer, pour étudier ces origines du langage, c'est celle de l'étude évidemment qu'on a sur le développement du langage chez l'enfant. On sait que maintenant le langage ne débute pas chez l'enfant vers 1 an et demi avec ses premiers mots. L'apprentissage ou l'éveil au langage, il commence même dans le ventre de la mère, où l'enfant commence à être adapté à reconnaître les sons, puis ensuite la vocalisation, et puis la mélodie du son de la mère. Et maintenant, on connaît bien les étapes qui mènent jusqu'à l'apparition des premiers mots. Et donc, ça nous donne, il faut toujours se méfier évidemment des comparaisons entre l'ontogénèse et la phylogénèse, entre le développement de l'enfant et le développement de l'espèce. Mais en tout cas, ça nous donne des modèles transitoires entre zéro langage, c'est-à-dire une pure communication animale. Les animaux, évidemment, communiquent beaucoup, par signe, par geste, par mimique, effectivement, ils se disent bonjour le matin, les chimpanzés, en se tapant sur l'épaule, ou en se tenant la main, ou en montrant leur postérieur, s'il s'agit d'un puissant qui est face à vous, et c'est un signe de déférence. Bien. Donc, de la communication animale jusqu'au langage complexe, on a des modèles alternatifs. Et puis, on a aussi tout ce champ immense que sont les sciences cognitives, sur lequel on a effectivement des travaux maintenant sur les centres cérébraux du langage, sur les liens entre le langage et la pensée. Donc, c'est en croisant toutes ces hypothèses qu'on a pu imaginer ce que pourrait être une sorte de langage primitif, et en tout cas, pourquoi il remonte aussi loin. Bien. L'approche que je voudrais défendre, moi, je m'accorde encore combien de temps ? Allez, je m'accorde 7 minutes. Celle que j'ai voulu avancer, en tout cas dans le livre que j'écris, qui s'appelle « L'homme, cet étrange animal », cette idée, c'est qu'on ne peut pas apprendre à aborder, à mon sens, le langage en l'isolant d'aptitudes plus générales que l'être humain possède et qui concernent la fabrication des outils,
la morale, la conscience du temps, effectivement, parce que l'espèce humaine elle se distingue des autres espèces de primates et même de mammifères par toute une série de caractéristiques. Il y a le langage, bien sûr, mais il y a la fabrication d'outils, il y a la morale, il y a la conscience de soi, il y a les lois, il y a les recettes de cuisine, il y a la musique. Et on peut se demander comment se fait-il que cette espèce-là, elle est aussi richement dotée à l'égard des autres. Comment se fait-il que la nature se soit penchée sur cette espèce et lui donner autant de talent, autant de dons particuliers? Lui aurait dit, tiens, toi, je t'aime bien, petite espèce, je vais te donner le langage, tu seras bavard, mais je vais te donner aussi les capacités techniques, et tu seras ingénieur, technicien, bricoleur. Je vais te donner aussi le sens moral, et tu comprendras le sens du bien et du mal. Je vais te donner aussi des capacités d'artiste, et tu vas pouvoir composer de la musique ou faire des œuvres d'art. Je vais te donner également la possibilité d'avoir une conscience de soi. Alors, ça, alors, l'idée que toutes ces fonctions seraient séparées, c'est une théorie qu'on appelle aujourd'hui la théorie modulaire, qui est défendue par tout un courant de pensée très important, qui s'appelle la psychologie évolutionniste, très implantée aux États-Unis, et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, assez peu en France, et qui nous dit qu'au fond, le cerveau humain, c'est une sorte de boîte à outils composée de petits modules spécialisés, l'un spécialisé dans le langage, l'autre dans la fabrication d'outils, l'autre dans la fabrication de la musique, l'autre dans la capacité de compter, un autre dans la capacité de relations sociales, et au bout du compte, donc, le langage, bon, c'est une fonction parmi d'autres, mais elle est totalement autonome. Alors, ça pose un problème là, épistémologique. D'une certaine façon, il y a un coût important à cette théorie-là, vous savez, la théorie du rasoir d'Occam, qui dit c'est une hypothèse qui est coûteuse de supposer que toutes nos aptitudes, elles dérivent chacune de fonctions spécialisées. C'est possible, mais ça veut dire quand même qu'on a été drôlement gâté par Dame Nature. Alors l'hypothèse que je voudrais défendre, c'est que peut-être qu'il existerait une aptitude plus générale, plus fondamentale au langage, et qui a permis l'explosion cognitive propre à l'être humain. Le langage, oui, mais aussi les capacités artistiques, mais aussi les capacités techniques, mais aussi le sens moral, mais aussi la conscience de soi, et pourquoi pas la cuisine et le jeu de football. La vie, un certain type de vie en société, c'est-à-dire. Alors, l'hypothèse que j'ai défendue, c'est que cette aptitude générale, c'est celle à produire un type de représentation mentale particulière que j'appelle tout simplement les idées. De quoi s'agit-il ? C'est très simple. Des représentations mentales, je ne crois pas, à la différence de ce qu'a dit Bernard, mais on pourra en discuter tout à l'heure, je ne crois pas que c'est propre aux humains. La capacité d'avoir des représentations mentales, c'est-à-dire de pouvoir catégoriser le monde, de pouvoir l'organiser de façon pas complètement chaotique, elle appartient à des tas d'espèces. Un chien, il sait reconnaître un chat d'un être humain. Il sait reconnaître une poule d'un chat. Il sait reconnaître un arbre de... Bon. Et donc, il a bien une aptitude à catégoriser, c'est-à-dire à classer les choses en éléments, en grande classe. On le sait même, on a des expériences sur les pigeons, et même sur des reptiles, ils ont une capacité de pouvoir, lorsqu'ils ont vu un chat roux, et ben après, s'ils voient un chat noir, il sait toujours que c'est un chat. Il se comporte à son égard de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'a pas un monde complètement désordonné où il y aurait les chats roux, les chats couchés, les chats debout. Non, il a bien une représentation globale du chat, une sorte de petit lexique mental, de petit dictionnaire avec des objets du monde et des personnes, et à qui il leur assigne un certain nombre de caractéristiques. Et ça, donc, ça ne nous appartient pas. Ce que j'appelle les idées, qui seraient propres à l'être humain, c'est la capacité d'aller puiser ces représentations mentales pour les activer indépendamment de la présence de l'objet en question. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le chien a un concept, si vous voulez, une catégorie de chat dans la tête, mais il ne l'utilise que pour reconnaître et identifier un chat face à lui. Nous avons la capacité de mobiliser la catégorie chat ou la catégorie chien ou la catégorie Bernard Victory ou Pascal Pic, indépendamment de leur présence. On les reconnaît quand ils sont là, mais on peut penser à eux aussi quand ils n'y sont pas. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis le début de cette conférence. Nous n'arrêtons pas de parler d'Homo erectus, nous parlons de chats, de chiens, ils ne sont pas là et pourtant ils sont dans notre tête. Tout à l'heure, on était presque en Afrique il y a 2 millions d'années, là où les premières paroles ont commencé à être prononcées. Donc on s'est projeté dans le temps, dans le passé,
en utilisant un concept qu'on a fait surgir à notre conscience. Voilà ce que j'appelle les idées. Au fond, c'est la chose la plus banale, la plus simple qui soit, hein. C'est ce qu'on fait du matin au soir. En permanence, on a un pied dans le présent et un pied dans l'ailleurs, dans le futur, dans le souvenir, dans le passé. On est en permanence en train de faire tourner cette sorte de machine à idées qui nous fait donc créer des mondes autres, pénétrer dans des univers en dehors de notre environnement immédiat. Et l'idée que je voulais soutenir, c'est que le langage n'est au fond qu'un dérivé de cette aptitude. C'est-à-dire que les mots seraient en quelque sorte, les mots qu'on emploie, non pas ce qui nous permet de penser le monde, mais c'est simplement, en quelque sorte, même si je caricature à l'excès, on en parlera, des étiquettes qu'on place sur ces représentations mentales. Mais ces mêmes représentations mentales, elles peuvent être utilisées sans langage. Quand nos premiers Homo erectus fabriquaient ces premiers outils, par exemple, des bifaces, hein, vous savez, le biface universellement connu, ça ressemble à une main ou à un œil. Il doit projeter dans la pierre une image préconçue. C'est la grande différence avec ce qu'utilisent les chimpanzés qui cassent des noix. Ils utilisent des outils, mais ils n'en fabriquent pas. Pour pouvoir fabriquer un outil, il faut cette aptitude à avoir en tête un projet. D'abord, aller chercher des cailloux souvent assez loin. On sait déjà qu'il y a 2 millions d'années, ils faisaient parfois 10-20 km pour aller chercher le bon silex. Ensuite, le tailler en fonction d'une forme préconçue. C'est-à-dire projeter, en quelque sorte, cette image mentale, cette idée, dans la pierre. Et la première preuve que ces capacités de représentation mentale existaient, là on en a des indices matériels. Ce sont les bifaces ou d'autres types d'outils dont on sait maintenant qu'ils sont très anciens, qui datent de 2 millions et demi d'années et qui sont déjà vraiment façonnés en fonction d'un projet. Et donc comment se fait-il qu'il y ait une convergence sans doute entre l'émergence du langage et l'émergence des outils ? Eh bien c'est un argument très fort en faveur de l'idée qu'il y aurait une aptitude plus fondamentale qui a permis l'émergence de ces deux aptitudes. Et peut-être d'une troisième, qui est celle de vivre d'une certaine façon en société. Et donc de partager pas simplement des informations, mais des lois, des représentations communes pour pouvoir échanger, pour pouvoir travailler en commun. C'est peut-être aussi à la même époque que pour la première fois l'homme a conquis la planète, est parti à la conquête de la planète. Là encore, on a une convergence dont on parlera peut-être plus tard. Donc l'idée que je voudrais développer, je voulais développer, et je m'arrêterai là aussi, c'est celle-là, c'est qu'on a des arguments psychologiques, chronologiques et même biologiques, parce qu'on commence à connaître le centre cérébral responsable de cette aptitude à produire, que j'appelle tout simplement des idées. C'est le lobe frontal qui a connu au cours de l'évolution de l'espèce humaine c'est le centre cérébral situé au niveau du front, le plus grand développement. C'est ce qui nous caractérise, d'ailleurs, c'est ce qui caractérise particulièrement le cerveau humain par rapport aux autres espèces de primates. Ce n'est ni le centre de la vision, ni le centre de l'audition, ni le centre de la motricité, ni celui des émotions. C'est ce lobe frontal dont on a longtemps on s'est interrogé sur la fonction et dont le rôle est de ce qu'on appelle aujourd'hui toute une série de choses, la mémoire de travail, les fonctions associatives, et puis le langage aussi se trouve situé dans ce lobe frontal. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'en tenir à mon quart d'heure. Je repasse la parole pour peut-être quelques minutes, non ? Ou je vous donne directement la... Comme tu veux, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Allez, la parole au peuple. La salle a donc la parole en premier lieu.